d'être réélu pour un sixième mandat. Il a été tué sur le champ de bataille, donc il y a des incertitudes sur qui l'a tué, peut-être les rebelles, il est aussi possible que ce soit des personnes de son entourage. Ça, on ne le sait pas encore. Et c'est étonnant, effectivement, un chef d'État qui va sur le champ de bataille, mais ce n'est pas la première fois qu'Idriss Déby le faisait. Il l'avait fait encore l'année dernière. Lorsqu'il était allé voir les combattants contre Boko Haram. Ce moment est en fait révélateur de quelque chose qui est structurel dans l'histoire du Tchad, qui est la construction d'un homme fort militaire. Il y a cette idée qui est très répandue, notamment dans certains cercles français, que pour gouverner le Tchad, il fallait un homme fort, autoritaire et militaire. Il faut remettre ça effectivement à la fois dans l'histoire des mobilisations violentes au Tchad et puis dans cette espèce de personnage que Idriss Déby s'est construit par rapport à l'international. Alors sur le deuxième point, c'est le plus facile. Idriss Déby s'est vendu à l'international sur l'idée qu'il est un homme fort, qui parle cash et qui agit cash. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et donc, il y a cette idée que pour que ça soit validé, qu'il ne soit pas pris dans les civilités de la diplomatie, l'idée d'aller se battre parce qu'il est pour la lutte. Au niveau interne, je crois qu'il appartient à une tradition qui avait commencé au moins avec Hissène Habré et sans doute avec d'autres avant. L'idée que les chefs se battent aux premières loges, c'est un élément essentiel de la mobilisation et de la conviction qu'auront les combattants pour mener le combat jusqu'au bout. Et donc, évidemment, Idriss Déby n'est pas tout le temps en campagne militaire, mais je crois qu'il l'a fait suffisamment souvent pour bien donner aux gens l'idée qu'il est le chef, pas simplement parce qu'il s'est fait élire ou il a gagné quelques batailles, mais également parce qu'il valide son courage physique en étant sur la ligne de front. Et je crois que c'est un message qui porte plusieurs indications. C'est à la fois cette légitimation par rapport aux combattants, et puis cette idée aussi que ce qu'on a en face de nous, ce n'est pas une institution militaire, et je crois que c'est important de le noter parce qu'il y a aujourd'hui tout ce débat sur le devenir du CMT, hein, du Conseil militaire de transition. On n'est pas face à une institution militaire qui choisit ses dirigeants, on est face à des commandants, des chefs qui vont au combat, qui prouvent euh, leur courage et qui, parce qu'ils font ça, sont légitimes comme guide politique. Derrière cette figure du guerrier combattant, courageux, qui a beaucoup été réactivé par Idriss Déby lui-même, il y a des pratiques qui sont beaucoup moins glorieuses. C'est un chef militaire reconnu pour son courage, certes, mais c'est aussi un chef militaire qui a participé à des exactions violentes, notamment en 1984. Il était un des chefs militaires sous Hissène Habré quand l'armée tchadienne a réprimé violemment les mouvements Kodo dans le sud du pays. Le régime Déby, mais je crois aussi le régime Habré, sont des régimes qui ont suscité de façon continue des rébellions. Et donc, je crois aussi qu'ils ont, d'une certaine façon, au fur et à mesure qu'ils suscitaient de nouvelles rébellions, suscité de nouvelles armées pour battre ces rébellions. La dernière grande phase de rébellion, c'est celle des années 2000, avec des groupes rebelles qui sont issus de l'intérieur du pouvoir, hein, grande tradition tchadienne, qui sont sanctuarisés au Darfour, qui essayent donc à différents moments en 2006 et en 2008 d'aller sur N'Djamena, sont finalement battus grâce à l'aide décisive de la France. Et puis, cette normalisation des relations entre Omar el-Béchir et Idriss Déby qui fait que ces rébellions sont condamnées finalement à être désarmées si elles restent au Soudan, à rentrer au Tchad dans un énième accord avec Idriss Déby ou à partir ailleurs.
Donc, ce qui va se passer dans les mois et dans les 2 ans qui suivent, c'est beaucoup de ces combattants vont en fait se retrouver en Libye. Pourquoi? Parce qu'il y a la crise, le soulèvement libyen contre Muammar Kadhafi. Et puis, ces gens vont s'installer à demeure là-bas en prêtant leurs services à différentes factions libyennes et puis en essayant de survivre dans le chaos ambiant, dans les activités également informelles, commerciales, transnationales. Le FACT dont on parle, hein, ce fameux front, il n'est pas plus représentatif que l'UFDD ou que l'UFR. C'est des groupes qui, fondamentalement aujourd'hui, peuvent être décrits comme étant, disons, la grève de plusieurs choses de nature assez différente. Des vieux rebelles de ces années, de la fin des années 2000, des gens qui les ont rejoints dans les années 2010 sur des bases peut-être souvent familiales, communautaires, et puis aussi des ressortissants tchadiens qui vivaient en Libye et qui, pour se protéger ou pour trouver un nouveau travail, ont pris des armes et se sont retrouvés dans un mouvement armé pour là aussi être loués et servir Misrata, enfin les milices de Misrata, de Benghazi ou Haftar, hein, suivant les moments et suivant les leaders. Donc ce sont des groupes qui n'ont pas de, contrairement un peu à ce que raconte une partie de l'opposition, je ne crois pas qu'ils aient une densité politique forte ou même existante. Je crois que c'est des groupes qui ont survécu dans le chaos libyen, qui certainement aujourd'hui se posent la question de leur retour au pays, surtout compte tenu de la mort d'Idriss Déby, mais dont les capacités militaires ne doivent pas être surestimées comme je le vois souvent dans la presse. La formation de ce que j'ai appelé un métier des armes au Tchad n'est pas liée à une supposée tradition ou culture guerrière dans le pays. On entend beaucoup cette thèse, c'est un cliché qui remonte à l'époque coloniale. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas une importance centrale des armes dans la vie sociale, politique, économique du pays, mais ceci s'explique moins par une supposée culture que par une histoire, qui est une histoire de formation de l'État par et pour la guerre. Quand je parle de métier des armes, je parle de la façon dont les armes sont devenues le mode de contestation politique ordinaire. Au Tchad, il n'y a jamais eu d'alternance politique autrement que par la violence. Aucune élection n'a permis à un président d'être élu, à part Idriss Déby lui-même qui a été réélu plusieurs fois, mais à la suite d'une prise du pouvoir par les armes en 1990. Et donc on a un champ politique qui n'a jamais été pacifié. Il y a une opposition civile, il y a des organisations de la société civile qui veulent exister et qui en ce moment font tout pour être pris en compte. Mais ces oppositions existent sans jamais avoir pu peser significativement sur la vie politique du pays. Euh, et l'autre point important sur pour expliquer cette centralité des rébellions au Tchad, qui remonte aux années 1960, c'est que c'est une histoire tchadienne, mais pas uniquement tchadienne. C'est une histoire qui est régionale. Comme le disait Roland, les rébellions ont eu des bases arrières en Libye, là pour le fact, mais les rébellions des années 2000, les dernières grandes rébellions qui avaient attaqué la capitale N'Djamena, avaient, elles, des bases arrières au Soudan. Et si on remonte dans l'histoire du Tchad, dans l'histoire du Frolina, on voit que toutes les rébellions ont eu des bases arrières dans les pays autour. Le métier des armes est une histoire régionale et c'est aussi une histoire dans laquelle la France a eu un rôle important à jouer et je crois qu'on y reviendra dans cette discussion. À la suite de la mort de Déby, c'est l'un de ses propres fils qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition. Ils ont tout de suite annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la dissolution du gouvernement. Donc c'est un coup d'État, hein, parce qu'il n'y a pas de respect de la Constitution. Ils ont tenté ensuite de revenir vers le président de l'Assemblée nationale, qui entre-temps avait été dissoute, pour faire dire à ce président de l'Assemblée nationale qu'il a fait, en toute lucidité, si je reprends les termes du communiqué de presse, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il était d'accord pour ce conseil militaire de transition. Donc là, on a un coup d'État qui est ubuesque, mais qui n'en reste pas moins un coup d'État.
ce fils Déby était pressenti pour prendre sa succession. C'est un militaire de 37 ans qui s'est battu au Mali notamment, qui avait un rôle important dans la DGSSIE, enfin, c'est-à-dire le corps d'élite de l'armée tchadienne, mais ça ne veut pas dire qu'il est respecté par tous. On a entendu hier un autre chef militaire très important, très écouté au Tchad, dire déjà qu'il ne reconnaissait pas Mahamat Idriss Déby, donc le président du Conseil militaire de transition, et ce CMT. Idriss Déby a de nombreux fils et la question de leur relation va être posée dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Mais je crois aussi que fondamentalement, la création de ce CMT, c'était essayer de garder le pouvoir dans la mesure où si on ne le faisait pas immédiatement, d'autres groupes militaires l'auraient fait. C'est un peu ça la logique. Et je crois que le Mahamat Idriss va avoir des problèmes à plusieurs niveaux. Le premier, c'est qu'il a été au Mali, il ne s'est pas battu au Mali. Au Mali, son rôle était en gros d'être le porte-parole du contingent tchadien qui avait été envoyé donc par Idriss, par son père, 1200 hommes en janvier 2013. Et donc, il était sur tous les médias maliens et sur tous les médias internationaux. Mais les soldats maliens, parce que j'étais à l'époque au Mali, lui reprochaient beaucoup de faire plutôt, disons, le service après-vente, plutôt qu'à l'inverse de son père, de se retrouver dans la bataille. Donc ensuite, il a eu une promotion sur garder, enfin être responsable des gardes du corps de son père. Bon, vous voyez, tout ça n'est pas très prestigieux d'un point de vue guerrier. Et je crois que donc même s'il avait un poste important, puisqu'il était le chef de la garde présidentielle de la DGCE, je crois que sa légitimité guerrière, elle est relativement limitée d'un côté. De l'autre côté, vous avez un autre problème qui est est-ce que la famille Itno peut être ou doit rester, après 30 ans, encore celle qui guide les Agawas? Et je crois que de très nombreux militaires, mais aussi civils Zagawa, pensent que bon, les Itno ont eu leur temps, maintenant c'est à quelqu'un d'autre. Sans doute un Zagawa, mais certainement pas le fils du père. Et donc là, il y a une tendance anti-monarchique, je dirais, très très forte au sein des Zagawa, parce que ce groupe n'est pas du tout porté à ce genre de structuration politique et de respect. Et je crois qu'il va être contesté là-dessus. Et puis, il y aura le troisième aspect qu'on ne voit pas encore, qui est fondamentalement, disons, Déby gérer les compétitions, les rivalités entre différents groupes à l'intérieur des militaires ou à l'intérieur de son groupe ethnique, donc les Agawa, mais aussi d'autres groupes qui étaient associés au pouvoir, notamment ceux de son épouse, Inda, dont un grand-père était français, si j'ai bien compris. Et donc, et évidemment, les Agawa et les militaires Agawa ont toujours été très hostiles à l'émergence de ce réseau d'influence commandé par l'épouse du président. Donc, je pense que ce réseau-là va avoir de gros problèmes dans les jours qui viennent parce qu'ils vont être complètement marginalisés et sans doute on aura des arrestations avec des confiscations de biens. Mais aussi à l'intérieur des Agawa, on va avoir, si vous voulez, un certain nombre de règlements de compte qui sont basés sur des conflits récurrents. Alors, le genre de conflit récurrent, c'est bon, ce qui s'est passé dans les années 2000. Qui a été éliminé, qui a été tué, quel est le prix du sang qu'on a payé, est-ce que c'était satisfaisant, est-ce que ça ne l'était pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les combats au Mali? Qui a été bien récompensé, qui ne l'a pas été? Qui aujourd'hui doit jouer un rôle primordial et qui doit être second parce que sa famille a déjà bien mangé les ressources de l'État. Parce qu'on peut penser que les ressources de l'État, elles sont dans un piteux état
2 ou 3 jours après la mort du président Déby. Donc vous allez avoir tous ces problèmes-là, et puis évidemment l'avenir, c'est-à-dire dans quel poste les gens vont être nommés, et est-ce que ces postes seront des postes d'accumulation économique ou au contraire de simples apparats politiques. Et je crois que ça va accroître les divisions internes et faire que quelqu'un qui est jeune, voire très jeune, dans un milieu militaire où on prend en compte beaucoup la seniorité et l'expérience au combat, risque de se retrouver face à de très nombreuses difficultés. En comparaison avec la RCA, donc le pays voisin, la République centrafricaine, si vous voulez, le dynamisme de la société civile tchadienne est tout à fait remarquable. Et ne s'exprime pas uniquement en milieu urbain, parmi, disons, les couches moyennes, hein, des classes moyennes, instruites. Je crois qu'il y a des choses qui se passent dans des milieux plus populaires, dans des milieux ruraux, qui sont tout à fait intéressantes et comparables d'ailleurs à des choses qu'on voit dans d'autres pays sahéliens, hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai. Le problème est, comme Marielle l'a dit, que le pouvoir politique, il a toujours été lié, même si ce n'était pas apparent toujours, mais il a toujours été lié sur cette question de qui a les armes et qui a le contrôle des armes. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y a eu des élections, ben, Idriss Déby les a gagnés parce que vous avez une administration locale qui est complètement militarisée, par exemple. Vous avez une commission des élections qui est complètement contrôlée. Donc, tout ce qui pouvait être expression d'autres groupes, et ça date, disons, de 79, hein, pour le dire comme ça, et sans doute d'avant très largement, mais on peut penser que c'est 79 le grand basculement. Tout ce qui peut être organisation civile est fondamentalement affaibli par cette ossature militaire du pouvoir politique qui a existé évidemment très fortement sous Habré et qui existait également sous Déby. Il y a une vie politique et sociale riche au Tchad. Il y a régulièrement des mobilisations, des manifestations, des grèves. On a des syndicats, par exemple, qui sont très actifs. Et le problème est de se retrouver aujourd'hui avec toute cette vie politique qui cherche à s'exprimer et à exister. On a des communiqués des associations de la société civile depuis quelques jours qui veulent avoir un rôle dans ce qui serait un dialogue inclusif, mais ils vont avoir du mal à s'imposer, précisément parce qu'il y a cette trajectoire politique qui a fait des armes la clé du succès. Et je pense que la communauté internationale, et plus particulièrement les Français, ont aussi une responsabilité dans cette situation, parce qu'il y a ce discours que pour gouverner le Tchad, il fallait un homme fort, militaire, autoritaire, et c'est un discours qui pose problème à tous les niveaux. Enfin, déjà, c'est un discours qui est sexiste, paternaliste, raciste, comme si les Tchadiens ne pouvaient pas, comme d'autres, être gouvernés autrement que par un homme fort militaire. Et en plus, on voit que ça ne marche pas et que c'est une stratégie qui est très, très risquée, puisque c'est une stratégie de court terme qui est constamment reproduite. J'ai entendu dans nombre de discussions avec des politiques internationaux qui travaillent sur le Tchad qu'il n'y avait pas d'alternative à Déby. Ça fait aussi un moment que les chercheurs sur le Tchad, un moment qu'on dit que, en fait, Déby, non, il n'est ni invincible ni immortel et que peut-être un jour, comme tout le monde, il partira. Et donc, cette situation dans laquelle on se retrouve, c'est vraiment le scénario catastrophe où et un scénario catastrophe qui aurait pu aussi être évité si, évidemment, et ça, c'est les Tchadiens qui font leur propre politique, hein, c'est le choix de Déby de rester au pouvoir, de ne pas penser à une transition autre qu'une transition dynastique. Mais il y a aussi une communauté internationale qui a validé des choix politiques qui consistaient à empêcher la formation d'une véritable alternative politique civile au pouvoir d'État. Donc oui, on entend depuis quelques jours que la France perd son meilleur allié au Sahel. Et la,
Idriss Déby a joué cette carte militaire en politique régionale et en politique internationale pour faire du Tchad une puissance régionale, mais une puissance régionale toujours sur la question militaire. Ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a pas commencé avec Idriss Déby, hein. Les Français sont présents au Tchad depuis la conquête du pays en 1900, mais ils n'ont quasiment jamais quitté le Tchad après l'indépendance en 1960. Et des interventions militaires qui ont commencé dès les premières années de l'indépendance. Alors évidemment, les motifs changent aussi, les modes d'engagement changent. On n'est plus dans les guerres contre-insurrectionnelles des années 60 et 70, mais la France a maintenu sa base militaire, qui est aujourd'hui l'opération Barkhane, et qui avant était l'opération Épervier, mais l'opération Épervier elle-même était installée au Tchad depuis 1986, donc dans un contexte politique interne, régionale, internationale radicalement différent. Et cette succession d'interventions militaires a créé un état militaire, un état d'intervention militaire permanent. En fait, le mot intervention laisse penser que ce serait quelque chose de ponctuel, de court terme. Or, toutes les interventions militaires, et c'est le cas aujourd'hui avec Barkhane, sont des interventions qui durent, parce qu'elles sont présentées comme des solutions à des problèmes qui seraient soi-disant internes, mais la question qu'on doit véritablement poser, et si on prend un peu de recul historique, est est-ce que la France est vraiment un acteur extérieur des conflits tchadiens? La France qui n'a quasiment jamais quitté le Tchad. Et donc je pense qu'il faut aussi, avec ce recul, interroger les bases même de cet État post-colonial qui s'est formé dans des relations permanentes entre l'ancien colonisateur et le Tchad. Il faut regarder les choses. Bon, d'abord, ce qu'on peut imaginer, hein, c'est il va y avoir un impact en RCA, en République centrafricaine. C'est un peu compliqué à expliquer. Il y aura surtout, je crois, une des choses qui vont venir dans les actualités internationales, ça va être ce que ça va changer au Darfour, dans la mesure où la situation au Darfour est compliquée. Il y a un accord de paix qui a été signé avec des mouvements rebelles, mais cet accord de paix va dysfonctionner, hein, très clairement. Et de plus, si vous voulez, on a eu cette politique depuis 2009 où Idriss Déby a quand même recruté pas mal de Soudanais, arabes et Zagawa. Et de l'autre côté, les forces de déploiement rapide, les forces de réaction rapide pardon, de Hemeti, donc qui est le numéro 2 du conseil militaire associé à la gestion du Soudan, ont également une composante tchadienne qui est importante. Donc évidemment, tous ces combattants vont devoir réévaluer leur avenir eu égard à la situation politique au Tchad. Et là, on peut penser que ça va ajouter du désordre au désordre. Donc, je pense que là, c'est un vrai problème. Après, sur le Sahel, ben oui, il faut le dire, les Français ont perdu. Les Français se sont engagés sur une stratégie militaire. Idriss Déby, pour ces raisons, a fourni des militaires qui se battaient. Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai que les Français ont perdu un allié important. Le problème est, un, cet allié et cette armée tchadienne remplissaient certaines fonctions, mais n'en remplissaient pas d'autres. C'est-à-dire que le comportement de l'armée tchadienne dans les pays sahéliens était sujet de façon croissante à des critiques explicites sur le mauvais comportement vis-à-vis des civils, sur des viols, sur le fait que la gâchette, on tirait beaucoup plus, très rapidement et qu'on réfléchissait après, etc. Donc, on se rend compte que, comme toute armée d'ailleurs, hein, l'armée tchadienne avait des défauts et l'un de ses principaux défauts était d'être une armée incapable de sécuriser les civils et au contraire plutôt prône, disposée à les maltraiter. Donc ça, c'est un vrai problème. Et la deuxième chose qui est encore plus fondamentale, c'est que cette stratégie militaire française, après plus de 7 ans, on se rend compte qu'elle dysfonctionne complètement. Même le président Macron a déclaré lors du dernier sommet du G5 que bon, ce qu'il y a au Sahel, c'est une crise de la gouvernance. Alors, sans discuter ce que ça veut dire gouvernance dans la bouche de quelqu'un comme Emmanuel Macron,
Ce qui est important, c'est que ce n'est pas une crise du djihadisme, ce n'est pas un épisode de contre-terrorisme. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si c'est des crises de gouvernance, ça veut dire qu'il faut des réformes des États et des réformes qui affectent, je dirais, les civils beaucoup plus que le comportement des militaires. Donc, d'une certaine façon, l'appui tchadien va être défaillant dans les semaines qui viennent. Pas forcément parce que le Tchad va retirer ses troupes, ils vont laisser des troupes au Sahel simplement pour avoir l'accord et le soutien français, mais parce que ces troupes n'auront sans doute pas le cœur à la tâche compte tenu des luttes pour le pouvoir à N'Djamena. Mais surtout, il faut faire autre chose. Et cette autre chose, d'une certaine façon, c'est plus facile de les définir et de les mettre en œuvre avec des dirigeants qui ne sont pas comme des billes, c'est-à-dire qui n'ont pas basé leur système de gouvernance uniquement sur la prédominance militaire. Et c'est là où on ne comprend pas, disons d'une certaine façon, la position française, hein, qui a un appui en disant nous savons que nous nous trompons, nous savons que ça ne marche pas, mais nous voulons absolument continuer avec le Tchad comme on l'a fait depuis 2013, alors que par ailleurs, tous les indicateurs montrent qu'il faut changer, que des États sahéliens ne raisonnent plus en termes terroristes, gentils civils, mais au contraire sont prêts, ont commencé à discuter avec un certain nombre de groupes qui ont une rhétorique djihadiste, mais qui sans doute ne le sont pas autant que les militaires français veulent le croire. Et je pense notamment au Burkina Faso et au Mali. Et donc, il y aurait eu la mort de Déby offrait la possibilité de repenser ou d'approfondir les changements qu'on semblait vouloir à Paris. Et en fait, on se retrouve face à des communiqués qui sont la reconnaissance explicite d'un coup d'État militaire dans une Afrique qui est quand même celle du XXIe siècle. Et donc là, j'avoue que c'est une régression politique qui va être tout à fait intéressante à étudier au moment du sommet France-Afrique qui doit se dérouler d'ici 2 mois. On va voir comment un certain nombre de nos chers collègues qui sont associés à cet événement vont penser la chose et nous expliquer en termes d'éridiens pourquoi finalement participer à ce sommet est si important. En soi, je ne suis pas hostile à ça. Je trouve que, bon, il y a des logiques diplomatiques. Idriss Déby, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur lui, il a été partie prenante du dispositif Barkhane, du G5. Donc, d'une certaine façon, il y a des engagements diplomatiques et le fait que Macron y aille, en soi, n'est pas choquant, ne me choque pas. Là où le problème est, c'est que Macron y va avec le fils de qui va présider, qui va représenter les autorités tchadiennes et que cette présence dans ces conditions politiques-là signifie un satisfecit sur la forme de transition politique qui est actée par, par Mahamat Idriss Déby et ses collègues. Ça, c'est inacceptable. Mais le fait qu'en soi, il aille rendre hommage à Idriss Déby, bon, c'est des politesses d'État à État. On peut trouver que Macron, François Hollande et Sarkozy ne sont pas allés aux funérailles des opposants qui ont été massacrés par les services de Déby pendant toutes ces années-là, d'accord. Mais d'un autre côté, bon, c'est aussi une règle du fonctionnement de la société des États. Jusqu'en 2005, c'était très intéressant, 2006, Idriss Déby, le nom officiel de Idriss Déby, c'est Idriss Déby. Et, et en 2006, après la tentative, une première tentative de marche des rebelles sur N'Djamena, Idriss Déby s'est fait appeler officiellement Idriss Déby Itno, c'est-à-dire qu'il a repris le nom de son grand-père. Et je crois que la signification derrière, c'était eu égard, si vous voulez, à un certain nombre de trahisons ou de gens qui avaient, dans son entourage proche familial, qui avaient opté pour la rébellion, de rappeler que
il était évidemment le chef de l'État, mais il n'était pas que certains proches de lui en profitaient beaucoup et que donc, en échange de cette récompense, il y avait aussi le besoin d'aller se battre pour lui. Parce que, si vous voulez, quand il y a eu l'affrontement avec les Erdimi, donc dans les années 2005-2009, beaucoup de Zagawa ont dit, et beaucoup de gens très proches familialement de Déby ont dit, écoute, les Erdimi sont de très proches parents, hein, je ne sais plus combien, quatrième, cinquième degré, et donc, d'une certaine façon, tu, pourquoi tu fais pas, tu te mets pas d'accord avec eux? Et Déby a dit, c'est une question de pouvoir, et donc je ne transigerai pas là-dessus. C'est très, alors que sur beaucoup d'autres, quand on voit Yahya Dillo, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été rachetés par Idriss Déby, mais Idriss Déby s'est toujours refusé à réintégrer les Erdimi dans le jeu communautaire, hein, Zagawa, mais aussi dans le jeu politique, en les renommant conseiller, machin, conseiller truc, ou préfet, comme il aurait pu essayer de le suggérer. Et donc, et c'était une opposition, je crois, extrêmement forte. Et donc, ce clivage-là, si vous voulez, il a joué un rôle important après, parce qu'en 2008, quand il y a eu la tentative réussie cette fois-ci de rentrer dans N'Djamena, beaucoup de gens extrêmement proches d'un point de vue familial d'Idriss Déby sont morts. Et Idriss Déby a dû payer pour ça. J'entends payer au sens propre du terme, hein, payer de l'argent, le prix du sang, parce que beaucoup de Zaghawa estimaient qu'il avait sans doute raison politiquement, mais que d'un point de vue traditionnel, il aurait dû faire la paix. Cette guerre était inutile. Et c'est quelque chose qui a pesé sur les allocations de position dans l'appareil d'État, sur les finances publiques. Et je crois que ça fait partie des cicatrices extrêmement mal refermées au sein des militaires qui vont ressurgir aujourd'hui. Parce que quand on voit le CMT, hein, le Conseil militaire transitoire, ce qu'on voit, c'est qu'une bonne partie d'abord, c'est des gens qui sont quand même très, très proches d'un point de vue clanique, pour l'essentiel, hein, de Idriss Déby. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ce sont des gens qui sont montés, qui ont réellement acquis leur primauté, enfin accédé au premier cercle du pouvoir dans la période de rébellion de 2005-2009, pas après. Ce que décrit bien Roland, c'est un système politique qui est en fait extrêmement fragile, parce que c'est un système qui est faiblement institutionnalisé et qui passe par des négociations, renégociations, ruptures, réconciliations, rachats. Et ce que l'on peut voir et ce que les Tchadiens risquent de payer très cher aujourd'hui, c'est le décalage entre la façon dont le Tchad a été présenté par les acteurs internationaux, notamment les Français, comme un îlot de stabilité dans le Sahel, et ce qu'il était réellement. Personne, en tout cas parmi ceux qui suivent le Tchad, n'ignorait les fragilités de système, mais on a continué une politique qui consistait à faire comme si il était possible de s'appuyer sur un tel système politique. Et l'autre chose importante, c'est que c'est un système qui a été verrouillé par un petit groupe au pouvoir, mais qui fonctionnait aussi par la cooptation des élites politiques issues d'autres groupes et d'autres régions, mais qui n'avaient jamais véritablement un rôle clé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des ministres qui venaient des différentes régions du Tchad, mais ça n'a jamais signifié que pour autant, il y avait un système qui était véritablement national. Et l'autre chose sur laquelle il faut insister, c'est le fonctionnement de l'armée. Le fonctionnement de l'armée qui lui aussi reposait sur la politisation de l'ethnicité, sur un petit groupe. Et là, on a un grand décalage entre l'image de cette armée tchadienne comme combattante efficace, indispensable aux Français, et ce qu'elle était réellement pour les gens au Tchad, c'est-à-dire une armée très loin de cette armée républicaine dont les gens parlent beaucoup. Et ce débat sur la républicanisation et la professionnalisation de l'armée remonte au début du régime d'Idriss Déby. Et donc, on a des problèmes qui étaient très connus, qui n'ont jamais été réglés. Et
avec lesquels les Français ont fait. Enfin, on continue à avancer en se disant, bon, finalement, on n'a pas mieux, donc on va rester avec ce système-là. Enfin, la seule chose que l'on savait, c'est qu'un jour ou l'autre, ce système extrêmement fragile allait tomber et que derrière, euh, tout est possible. Le pire n'est jamais certain, mais pour l'instant, on a peu de raisons d'être optimiste. J'aime toujours répéter, peut-être mon grand âge, mais j'aime répéter quelque chose. Mahamat Idriss, il est général de corps d'armée à 37 ans. Il était général de brigade à 27 ans. Quand vous considérez une armée normale, pour être colonel, le plus brillant des brillants, il lui faut au moins 15 ans entre le grade de sous-lieutenant et celui de colonel. Alors, si vous voulez, la contradiction de la politique française au Sahel, c'est celle-là, c'est-à-dire, d'un côté, pendant des années, répéter aux États sahéliens qu'il leur faut des armées républicaines, évidemment, nationales, évidemment, mais professionnelles, et puis d'un autre côté, s'appuyer sur une armée tchadienne qui n'est ni nationale, ni républicaine, et ni formée, ni institutionnalisée, ou parce que vous êtes le fils du président, vous êtes général à 27 ans, sans avoir combattu, sans avoir fait aucun acte de bravoure exceptionnel, d'accord? Et donc, c'est un peu ça, la façon dont la politique française marche. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ce discours lénifiant de langue de bois, et de l'autre côté, il y a quand même tous ces arrangements avec la réalité qui privent, ou de par ses conséquences, privent la population tchadienne de ses droits minimaux, qui est quand même de choisir sa direction politique, hein. Et puis d'un autre côté, félicite, porte au nu un groupe combattant, parce que réellement la DGCE et les groupes les groupes tchadiens qui se sont battus au Sahel ont combattu, hein, à l'inverse de tant de soldats maliens et d'autres, mais finalement le fait de combattre ne signifie pas ne signifie pas être une armée, être un soldat, parce que vous n'êtes pas capable de remplir certaines tâches, et surtout les raisons pour lesquelles vous le faites finalement sont assez peu liées à la volonté politique d'un pays. C'est lié à des rétributions autres, symboliques ou nettement moins symboliques, qui vous sont offertes par un chef d'État qui lui-même est un guerrier. Il faut revenir sur quelque chose que Marielle a évoqué peut-être trop rapidement. La centralité de la dimension militaire de la présence française au Tchad. D'accord? Si on parle de Côte d'Ivoire, par exemple, ce n'est pas simplement la personnalité d'Houphouët-Boigny, c'est aussi le fait que les entreprises françaises ont représenté pratiquement jusqu'à la crise politique du début des années 2000 l'essentiel du secteur formel. Hein, les grandes entreprises du secteur formel ivoirien étaient pour une grande partie françaises. Pardon. Au Tchad, vous n'avez pas du tout ça. La présence économique française est relativement marginale, notamment parce que c'est très difficile de faire des affaires au Tchad comme entreprise étrangère. Mais vous avez cette centralité de la présence militaire, hein, qui commence en 69. Enfin, il y avait déjà des épisodes avant, puisqu'il y a une partie du Tchad qui est restée sous administration militaire française jusqu'en 65. Et puis ensuite, à partir de 69, vous avez la lutte contre le Frelina, une présence militaire qui va évoluer dans ses formes, dans le nombre, mais qui va rester permanente jusqu'à aujourd'hui. Avec, quand même, Marielle l'a dit, l'opération Épervier, c'est une opération qui est définie en 1986, qui a pour seul but de contenir les ambitions libyennes au Tchad. En 1990, Idriss Déby arrive au pouvoir avec l'appui de la Libye. En 1994, la Cour internationale de justice rend sa décision sur le différend frontalier qui motivait une partie des ambitions libyennes et accorde la bande d'Aouzou au Tchad. Cette décision est reconnue par Idriss Déby et par Muammar Kadhafi.
Il n'y a plus aucune raison, après cette date-là, de garder des troupes françaises, une opération épervier, parce que ce n'est pas une base, c'est une opération, donc une capacité militaire de frappe à tout moment. Il n'y a plus aucune raison de garder cette opération, il fallait la conclure. On ne l'a pas conclue. Non seulement on ne l'a pas conclue en 1994, mais on l'a fait durer jusqu'en 2014, c'est-à-dire 20 ans de plus. Ça veut dire 20 ans où un dispositif français a existé au Tchad au-delà de toute légalité, puisque le mandat de cette force était échu en 1994. Les parlementaires français n'ont jamais demandé la fermeture de cette opération épervier. Et si vous voulez, le seul succès fondamental de Barkhane, c'est d'avoir permis de fermer l'opération épervier, puisque l'essentiel de l'infrastructure et des troupes qui étaient avec épervier se sont recyclés au sein de l'opération Barkhane. Et si vous voulez, et là, vous avez un problème qui est un problème franco-français, qui est qui en France, quel est l'homme politique français qui a la capacité d'aller contre un certain lobby militaire et sécuritaire, parce qu'il y a aussi les services de renseignement, et à faire acter des priorités qui sont celles que tiennent d'habitude nos dirigeants, c'est-à-dire le dispositif français en Afrique, c'est le Gabon en Afrique centrale, ce n'est pas le Tchad. C'est au Gabon, nous avons des forces spéciales, historiquement, qui ont joué toutes sortes de rôles dans les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, qui interviennent quand il y a des problèmes pour sécuriser les communautés françaises, par exemple, en RCA. Mais non, on garde quand même le dispositif au Tchad. Et là, on tombe, dès que vous commencez à poser des questions comme ça, on vous fournit des explications qui n'ont plus rien à voir avec une discussion stratégique, qui sont des explications tactiques, du genre, ah ben vous savez, Serval, finalement, ça a été plus facile parce que on a utilisé nos Mirages qui s'entraînaient au Tchad. D'accord, mais la politique française, ce n'est pas l'opération Serval. C'est un argument tactique. Quand il y a eu le Darfour, on a dit que c'était quand même bien d'avoir des troupes au Tchad, comme ça on pouvait suivre ce qui se passait au Darfour. On les a suivis tellement bien qu'en fait on a sauvé des vies. On n'a pas aidé le Darfour, parce que la crise au Darfour, elle continue jusqu'à aujourd'hui, mais on a sauvé des vies. Donc à chaque fois, il faut se poser le problème de pourquoi est-ce que ce pouvoir militaire français, hein, qui est très différent de celui du Tchad, bien évidemment, mais pourquoi cette influence d'intérêts militaires qui ne sont pas forcément très clairs d'un point de vue de stratégie française, pourquoi est-ce que ces intérêts continuent à être sauvegardés alors qu'on passe de Sarkozy à Hollande, de Hollande à Macron, avec des hommes politiques qui n'ont pas du tout les mêmes visions et dont par ailleurs on peut soupçonner pour Macron et Hollande initialement qu'ils n'avaient pas d'atome crochu avec les militaires français. Donc c'est une vraie question, c'est une vraie interrogation et l'explication de ça, de mon point de vue, c'est comment une certaine identité de l'armée coloniale française a été maintenue et s'est recyclée dans toute une série de choses. Voilà.